L'hebdo de l'écho, on parle des énergies, le gaz, l'électricité, le pétrole qui flambent, et puis aussi le nucléaire, puisqu'on le sait, la France va investir massivement dans cette filière. On en parle avec Gilles Rémy, expert en énergie, président de CIFAL, une entreprise pour le commerce international. Le nucléaire, ça repart vraiment, on peut y croire, on a l'impression que c'est un peu une revanche qui est prise aujourd'hui. Oui, c'est une revanche, mais je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si on veut tenir nos objectifs, qui sont une augmentation de la demande en termes d'électricité, la maîtrise des prix, et puis nos objectifs en termes de transition énergétique et de carbone, d'émissions de carbone, on n'a pas le choix. Ouais. Et je dirais même que c'est une vraie opportunité pour nous, parce que le nucléaire reste un des rares avantages compétitifs que nos industries peuvent avoir. Même si ça coûte cher au départ de construire une centrale. Ça coûte cher au départ, mais une centrale, ça vit longtemps, et ça peut être prolongé, comme l'aurait pu être Fessenheim d'ailleurs. Alors ces fameux SMR dont parle Emmanuel Macron, ce sera quoi au juste ? Alors SMR, ce sont des petits réacteurs qui peuvent avoir un premier objectif, c'est de remplacer à terme les centrales, prioritairement les centrales à charbon, et ça vaut pour l'Europe. Mais les SMR, ça peut permettre aussi de répondre aux défis énergétiques de continents ou de pays, en Afrique notamment, qui vont avoir des besoins en énergie qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'assurer autrement que par le nucléaire probablement. Alors on en parle aujourd'hui parce qu'il y a le salon du nucléaire, le World Exhibition Nuclear, qui a lieu donc à Paris Villepinte la semaine prochaine. Vous y serez, il y a 25 pays, c'est la première fois que ça se tient depuis 2 ans. Vous êtes aussi un trait d'union entre la France et la Russie. Il n'y a pas des projets communs à faire avec... Je crois que vous parlez du nucléaire, mais il y a aussi bien d'autres secteurs. Mais le nucléaire est certainement un des secteurs qui objectivement répond le plus aux possibilités, aux besoins de coopération entre nos deux pays. La Russie est un des plus grands acteurs mondiaux dans le secteur du nucléaire. Ils ont toute une gamme à l'exportation. Nous avons l'EPR et la Russie a plusieurs... le Rosatom a tendu la perche à plusieurs reprises pour des coopérations, qui existent d'ailleurs, des coopérations dans l'enrichissement du... On devrait en faire plus. On devrait en faire plus. Moi, je pense qu'on devrait en faire plus. C'est parce que c'est pour nous... la Russie, dans ce sens, n'est pas un concurrent. Vous savez, une centrale nucléaire... Le Rosatom a 130 milliards de carnets de commandes. Une centrale nucléaire avec 2 réacteurs, c'est 10 milliards. Il y a 60 à 70% de parts étrangères possibles. Ouais. Donc vous dites on perd des marchés à cause de cette mésentente. On perd des marchés parce que je pense que effectivement, il faut mieux réfléchir en termes de coopération que de concurrence sur ce marché mondial du nucléaire. Vous dites qu'il faut se rapprocher des Russes sur ce point. Oui, je pense qu'effectivement, ça correspond à notre intérêt, à l'intérêt de notre national. Emmanuel Macron le sait ou pas, ça? Vous lui avez dit? Je pense que ça progresse, et par nécessité, je pense qu'on y arrivera. Ouais. Alors, le nucléaire flottant, on le connaît peu en France, ça peut se développer? Le nucléaire flottant, donc ça c'est l'exemple, c'est une avancée technologique qu'ont les Russes, puisque c'est la première centrale nucléaire flottante au monde qui a été mis déjà, c'est un projet pilote, mais qui est déjà en exploitation. Sur des barges? Sur des barges, absolument, 2 petits réacteurs sur une barge, et donc le projet, ça produit de l'électricité pour une ville du Grand Nord russe, et c'est ce type de modèle, je pense, qui pourrait être vendu et mis en exploitation dans les pays. Ça c'est pour le nucléaire. Parlons maintenant du gaz, parce que là, il y a un vrai problème. Le prix flambe, du coup, l'électricité augmente considérablement. On ne va pas revenir sur les raisons, parce que l'électricité est calée sur le prix du gaz. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à s'entendre sur l'approvisionnement avec Nord Stream, ce pipeline? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est bloqué? Alors, c'est bloqué. Il faudrait poser la question aux Allemands, parce que les Allemands sont les premiers consommateurs de gaz en Europe. Ils veulent être un hub pour tous les marchés. Ils se sont battus pour avoir Nord Stream, et maintenant, ils retardent un peu. Vous avez vu qu'un nouveau gouvernement qui arrive en Allemagne, comment va-t-il se comporter, avec des écologistes quand même qui étaient très opposés? Mais c'est de la schizophrénie, parce que il y a plus d'électricité à besoin de nucléaire. Ils ont augmenté la production de leurs centrales à charbon. La plus grande centrale à charbon du monde se trouve en Allemagne. Et là, maintenant, le gaz. Donc, le gaz, ils en ont besoin. Ensuite, les enjeux pour l'Europe, parce que nous aussi, nous subissons les conséquences, c'est peut-être qu'il faudrait revenir à des accords, des contrats à long terme avec les Russes, avec Gazprom, ce qui nous permettrait effectivement, sur la durée, de pouvoir gérer le prix des gaz. C'est-à-dire qu'on paye encore les conséquences des sanctions de l'Europe? Là, on paye plus exactement. Contre l'Ukraine. On paye plus exactement, en ce qui concerne le gaz, une politique européenne de dérégulation des marchés, et qui a privilégié effectivement un marché de l'énergie et un marché du gaz contre les contrats à long terme qui existaient depuis le début de l'approvisionnement de gaz russe en Europe. Et tout cela, si ça s'arrangeait, on pourrait faire baisser le prix de l'énergie?
On pourrait le faire baisser, je ne suis pas sûr, parce que nous avons des exigences environnementales qui vont augmenter. Nous avons, aujourd'hui, c'est pas beau de produire du gaz et du pétrole, donc les compagnies pétrolières veulent apparaître comme des prestataires de différents services, et donc on investit moins, et à terme, je crois qu'on risque d'avoir des problèmes, effectivement, de prix, si on produit moins. Alors, les relations franco-russes, vous dites, on peut les améliorer, mais Vladimir Poutine, que vous connaissez, qu'est-ce qu'il pense de la France ? Il pense le plus grand bien, puisque tous les Russes aiment la France, vous le savez. Ils sont parfois un peu déçus face à nos difficultés. Je crois que effectivement, les Russes comme nous, on a besoin d'un dialogue construit, qui se construise, et un dialogue direct. La vraie difficulté, je crois, qu'on a en Europe, c'est que l'Europe ne parle pas d'une même voix. Les pays européens ont des intérêts qui peuvent être contradictoires, et je pense que effectivement, les Russes traditionnellement sont plus à l'aise dans le bilatéral et ont des difficultés avec une Europe dont ils se demandent parfois quel est le numéro de téléphone. Donc ce serait l'occasion de remettre en place des bonnes relations franco-russes. Oui, et je pense que les relations franco-russes, elles doivent... Alors, de point de vue économique, vous savez, la France est le premier employeur en Russie, le premier employeur privé, il fait partie des grands investisseurs. Avec quelle entreprise ? C'est avec Auchan, avec la distribution notamment, et puis l'automobile. Et donc, premier employeur parmi les 3-4 premiers investisseurs. Et donc, les grands groupes sont présents. Et je veux dire que l'activité de nos entreprises en Russie ne se font pas au détriment de la France. Je veux dire, on ne va pas en Russie pour réimporter comme on le fait avec la Chine, par exemple. Donc, on comprend votre rôle important de conseiller en commerce extérieur. Vous intervenez donc auprès des ministres. Espérons que tout cela s'arrange. Merci beaucoup, Gilles Rémy, président de CIFAL. Restez avec nous sur CNews, l'actualité continue.